Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes nombreux chaque jour davantage à m'écrire. C'est incroyable, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par Messenger, que ce soit par email. J'arrive plus. Donc j'essaie de répondre dans les limites de mes petits moyens. Ce que j'oublie, c'est pas du tout du désintérêt ou de la désinvolture, c'est vraiment, j'y arrive plus. Donc pardon à ceux que j'ai pas répondu, merci à ceux qui m'ont écrit, qui m'envoient toujours des trucs assez fantastiques, assez fabuleux. Vous êtes assez extraordinaires. Donc hier, vous voyez, j'avais terminé ma vidéo avec un petit hurrah sur le peuple d'internet qui avait gagné contre Big Pharma sur l'hydroxychloroquine de Didier Raoult sur la route en rentrant. En arrivant chez moi, j'ai des messages par, je sais pas, sincèrement par centaines, je pense. Tu as vu le nouveau revirement de la mafia qui nous dirige. Assez hallucinant. Donc à un moment, je pense que ça sert à rien de faire 1000 milliards d'émissions. Mais il faut continuer à protéger Didier Raoult, parce que pour plusieurs raisons, parce que déjà arrivent sur des plateaux de télé des médecins qui disent oui mais moi chez moi je l'utilise l'hydroxychloroquine, je n'ai aucun résultat. Bah oui, peut-être que t'as pas suivi le protocole qui a été écrit, peut-être que tu le fais exprès, parce que peut-être que toi aussi t'es payé par Big Pharma pour raconter ce genre de conneries, mais c'est bien, continue à passer sur les plateaux télé, plutôt à détruire ce remède, plutôt que d'être dans vos hôpitaux à soigner des gens. L'Internet a une mémoire. Alors, ils utilisent avec nous une méthode qui est, hélas, pas du tout connue pour mes nouveaux abonnés, très connue pour mes abonnés anciens, c'est la stratégie du choc. La stratégie du choc. Un livre de Naomi Klein. Il y a eu un livre, c'est un livre de Naomi Klein. Il y a aussi un film réalisé par Michael Winterbottom and Matt Whitegross. Donc, s'informer, c'est résister, armez-vous. Hein, je le dis souvent dans mes émissions, le savoir est une arme. Le savoir est une arme. N'oubliez jamais ça. La stratégie du choc repose sur l'ignorance des gens quant à son fonctionnement. Et ils l'ignorent pas parce qu'ils s'y sont jamais intéressés, parce qu'ils entendent que dès qu'ils entendent quelque chose qui dépasse la capacité de leur champ informationnel, ils cataloguent, ça va dans la poubelle pour eux, ça c'est un conspirationniste. Ça c'est un conspirationniste. Eh oui, ça c'est facile à dire, c'est très facile à dire. Ne sont conspirationnistes que ceux qui n'ont jamais rien étudié, sachez-le. Quand on étudie quelque chose, on n'a aucune raison. Après, il y a de vrais conspirationnistes, je vous l'avoue. J'en vois là quelques-uns assez étonnants, et qui me font rire, mais et qui ensuite, hélas, la plupart des gens disent « Ah bah oui ». Ils nous mettent tous dans la même corbeille, parce qu'ils ne savent pas se maîtriser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent que de YouTube, et donc ils ont besoin chaque fois d'alimenter, et d'aller dans les théories les plus hallucinantes, quoi. Je vous en avais déjà parlé hier. Par exemple, j'avais fait l'année dernière une émission sur le 11-9. Vous savez, c'est 3 tours qui ont été démolis par 2 avions. Bien évidemment, cette vidéo a été très vite censurée par YouTube. J'ai dû faire appel à mes avocats pour la remettre, car dans le même temps, YouTube m'avait supprimé une vidéo sur un remède naturel. Et donc, quand vous avez 2 avertissements, donc 2 vidéos supprimées par YouTube, à la 3e, il ferme la chaîne. C'est automatique. À partir de 2, vous ne pouvez plus rien publier, vous ne pouvez plus rien commenter. Vous n'êtes plus que spectateur de votre propre chaîne.
Et à la troisième, la chaîne est automatiquement fermée. C'est pour ça que vous voyez quelques chaînes qui sont actuellement fermées en ce moment. C'est assez radical. Donc mes avocats sont intervenus. Ils ont réussi à remettre ma vidéo sur le 11-9 parce que le prétexte utilisé par YouTube, c'était incitation à la haine. Moi, j'incitais à la haine. Cette vidéo est de nouveau sur ma chaîne, vous pouvez la regarder. Je vois pas où il y a d'incitation à la haine. Donc celle-là, ils ont réussi à la faire remettre. L'autre, non, parce que ce remède est strictement écrit dans le règlement de YouTube. Et dès que vous l'évoquez, c'est un avertissement, la vidéo est supprimée. C'est assez radical. Ah, il n'y a rien à faire, de toute façon, YouTube, c'est une plateforme que l'on utilise. Ils ont leurs règles, il faut les respecter. Et je me suis fait attaquer par les débunkers. Les débunkers, vous savez, ces gens-là qui croient à rien et qui tuent dès que quelqu'un ose s'opposer à leur police de la pensée politique. Hein, c'est la pensée unique, elle est en marche. On a un gouvernement au pouvoir, son parti c'est En Marche. Là, c'est la pensée unique, elle est en marche. Tu es en dehors de cette pensée unique, tu es un complotiste, un conspirationniste, sinon tu es un mec bien. Voilà, on ne peut pas penser autrement. Et donc, je me suis fait descendre en pièces sur le fait que je remettais en cause la théorie qui nous était donnée sur la démolition de 3 tours par 2 avions. Et là, pendant cette période de pandémie et de confinement, je vous mets là, le 25 mars, vous voyez, c'est passé, évidemment, vous n'en trouverez pas de trace, mais pas de trace du tout dans les médias mainstream. Un rapport. Alors, ce rapport, il vient de qui? Eh bien, c'est le rapport final d'une université. L'université de Fairbanks, en Alaska, qui est donc fait par des universitaires, mais aussi des ingénieurs, des architectes. Il y a un groupe qui s'appelle Architect and Engineers pour le 9-11. Il y a plus de, maintenant c'est 3000, mais il y a plus de 5000 architectes et ingénieurs dans le monde entier, du bâtiment, des mecs spécialisés, qui disent que ce qui s'est passé, c'est juste impossible. Et donc là, c'est le rapport final. Je vous le mets dans les liens, pour ceux qui veulent le lire. Bien évidemment, il est en anglais, il ne sera jamais traduit en français, mais vous avez aujourd'hui des traducteurs en ligne qui sont assez sympas. C'est un document PDF, vous avez des PDF, vous avez des applications qui permettent de traduire des documents PDF en français. Et il est sans... Voilà, je vous mets ce final report. Donc c'est quand même du haut niveau, c'est du très niveau, c'est du niveau universitaire. Il est sans, personne ne pourra le contester. Alors si demain il y a un debunker qui va dire « Ah ouais, non mais c'est faux, ouais d'accord », le youtubeur derrière sa chaîne là, qui connaît rien, va aller à l'encontre d'ingénieurs de haut niveau, spécialisés dans le bâtiment. Parce que les débunkers deviennent spécialistes du jour au lendemain de tout. Ils deviennent infectiologues, ils deviennent ingénieurs, architectes, astronomes, scientifiques. Je ne sais pas pourquoi ils sont youtubeurs, quoi. Franchement, moi je suis pas youtubeur professionnel, je suis youtubeur amateur. Hein. Je dirige des entreprises, je fais pas que ça. Mais si j'étais aussi intelligent qu'eux, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de tout, mais ouvrez des multinationales, vous serez richissimes au lieu d'être derrière votre petit écran avec vos pseudos anonymes à faire des vidéos qui détruisent tout et à vouloir faire croire que vous êtes des petits génies spécialistes de tout. Quoi. Vous devriez être, je sais pas, vous devriez faire avoir des publications tellement vous êtes fort. Et donc ça parle de quoi? Parce que comme on utilise en ce moment la théorie du choc contre nous avec cette pandémie, moi aussi je vais vous choquer un peu. Throughout the ages, architects and engineers have designed and built the great structures that have made our world and withstood the test of time. Hi, I'm Ed Asner. Welcome to Architects and Engineers. Let's look now at modern steel frame buildings. This is the Empire State Building, a marvel of modern architecture. It was built to last.
Architects and engineers of today use computers to design and engineer buildings that will endure the forces of nature, such as earthquakes, fires, and hurricanes. This modern skyscraper was also built to last. We've seen buildings completely destroyed like this before, but only when done intentionally. Danny Jowenko is the expert on this in Europe. What did he say? Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Let's compare. Explosives are used to demolish buildings like this in just seconds. Okay, so it's a controlled demolition. What's the problem with that? Well, it happened on the afternoon of 9/11 at the World Trade Center. Non, bien. Puisque peut-être que certains n'ont pas compris quand je disais que 2 avions ont détruit 3 tours. Il y a eu les images que vous avez tous en mémoire. L'avion qui rentre dans le World Trade Center 1, l'avion qui rentre dans le World Trade Center 2. Mais, un peu plus loin, à quelques mètres, World Trade Center 7. Vous comprendrez, vous allez apprendre dans ma vidéo, si vous la regardez, celle que je vous ai mise avant, que les 3 bâtiments appartenaient au même propriétaire. Enfin, pas tout à fait. C'est Larry Silverstein dont il s'agit. Le WT7 lui appartenait totalement. Le WT1 et le WT2, il en était locataire. D'accord? Les 2 premiers étant assurés pour une démolition complète pour 7 milliards de dollars si les 2 étaient détruits. 7 milliards de dollars. Et le WT7 est aussi assuré pour une démolition complète. Alors, vous savez, parce qu'aux États-Unis, on peut prendre des assurances pour tout. On peut prendre une assurance s'il y a un bouton qui pousse sur votre visage et que vous allez être moins beau à la télé. Vous pouvez prendre des assurances sur tout. Donc, alors, évidemment, plus l'assurance est loufoque, plus ça peut coûter cher. Donc, prendre une assurance au cas où les 2 bâtiments soient détruits, je sais pas. Moi, j'ai des bureaux, j'ai des assurances. J'ai pas d'assurance s'ils deviennent détruits totalement, quoi, vous voyez. Bon, je pourrais, ça coûterait très cher. Et donc, toutes les théories sur la WT1 et WT2, comme il y a un avion qui rentre dedans, qui a le gasoil, enfin le kérosène qui explose, difficile à prouver scientifiquement encore aujourd'hui, mais on y travaille. Enfin, ils y travaillent. Moi, je suis leurs travaux. Que c'était des démolitions contrôlées. Même si, vous allez voir qu'on a pas mal de preuves. Mais les débunkers tuent les preuves. Maintenant, le WT7, lui, n'a pas été frappé par un avion. Et il a été démoli. D'abord, au début, les débunkers ont dit « Oui, mais c'est parce que ça a trop tremblé. » Excuse-nous, pardon. Ça a trop tremblé. L'effondrement des WT1, WT2 a fait que WT7, parce que ça a trop tremblé, tombe comme vous l'avez vu tomber. Donc, pris au dépourvu, ils ne savaient pas quoi dire, parce qu'il faut savoir que ces gens-là mentent, mais d'une façon, ils peuvent inventer n'importe quel mensonge, d'une façon incroyable, quoi. Donc, comme ils n'avaient plus d'arguments, il leur en restait plus qu'un. Ils ont avoué que, finalement, le propriétaire, Larry Silverstein, avait décidé, devant la fragilité de l'infrastructure, de le faire tomber. Merci, messieurs. Merci. Sauf qu'il y a un problème. Let's just think about this. Controlled demolitions cannot be engineered and rigged in a day. It takes months. And therefore, this event must have been planned in advance. Keep your eye on that building as they coming down. Building's about to blow
Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? In the fire department, and they did use the word, we're going to have to bring it down. And these people heard explosions. We heard this sound that sounded like a clap of thunder. It looked like there was a shock wave ripping through the building, and the windows all busted out. About a second later, the bottom floor caves out. The building followed after that. He takes his hand off, and you hear 3, 2, 1, and it was boom, 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 boom. And these reporters recognized it as a controlled demolition. And I turned in time to see what looked like a skyscraper implosion. It looked like it had been done by a demolition crew. The whole thing just collapsing down on itself. For the third time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. It was almost as if it were a planned implosion. It just pancaked. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous montre ça? C'est juste pour vous dire que 19 ans après, nous avons la preuve écrite, faite par près de 5000 ingénieurs et architectes en bâtiment, des universitaires, qui prouvent que le WT7 a été démoli de façon contrôlée. Ce qui veut dire que ça a été préparé longtemps à l'avance. Donc quelqu'un savait ce qui allait se passer longtemps à l'avance. Sauf que dire ces choses en 2001, personne, mais personne n'aurait pu les écouter, tellement ils étaient sous le choc de ce qui venait d'arriver. Ensuite, les US, sous George Bush, prirent la décision d'attaquer l'Irak, puisqu'ils pensaient que Saddam Hussein était derrière tout ça et qu'il possédait des armes de destruction massive. Armes de destruction massive que l'on n'a évidemment jamais retrouvées. Donc quand on est sous le choc, on peut faire passer ce que l'on veut. On n'entend rien, on n'écoute rien. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, dans le monde, les gens n'entendent rien, n'écoutent rien. Sauf que les décisions qui sont prises en ce moment par le ministère de la Santé et le gouvernement Macron sur le traitement de l'hydroxychloroquine fait que des gens se posent des questions, parce que quand on dit « Ah ben non, il faut qu'on teste, ça marche pas », quand on met en doute la parole de 432 chercheurs de l'IHU de Marseille, qui étaient avant cette pandémie réputés comme étant les meilleurs au monde au niveau infectiologie, les seuls du reste en France, au désespoir des Parisiens, que l'on décide subitement de dire devant les résultats positifs de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, que ce traitement marche. Je vous en mets un parmi 1000. Bonjour à tous. Alors, je suis toujours hospitalisée à l'hôpital de Digne parce que je suis positive au coronavirus, donc depuis samedi. Voilà, je suis là encore pour à peu près une semaine. Et grâce à un certain docteur, j'ai pu bénéficier depuis hier midi du nouveau traitement dont on parle et où le gouvernement n'est pas d'accord pour le mettre sur le marché. Je viens de voir mon docteur. Nous avons regardé, ausculté mes poumons, à savoir que j'avais une belle pneumonie sévère. Aujourd'hui, à l'auscultation, c'est en train de partir. Cela fait à peine un jour que j'ai ce traitement. Alors, on va vous parler des effets indésirables, qu'on n'a pas assez de recul. Pourtant, c'est quand même un traitement et des médicaments qui sont donnés depuis plus de 50 ans à certaines personnes. Les seuls effets indésirables que j'ai eus depuis hier,
c'est un petit peu mal au ventre, un petit peu de diarrhée et un petit peu de nausée. Alors si ça peut me sauver mes poumons et si ça peut me sauver ma vie, je pense que ça vaut le coup vraiment d'essayer. Nous avons fait un appel au président, j'ai fait un appel au président de la République, au ministre de la Santé. Il a été entendu hier parce qu'un décret est sorti disant que l'hydroxychloroquine pourrait être donnée à l'hôpital. Patatras, il y a quelques minutes, ce décret vient d'être modifié et on dit que c'est uniquement pour les cas sévères. Dans les cas sévères, en détresse respiratoire aiguë, ça ne sert à rien parce que d'ailleurs il n'y a plus de charge virale. Enjeu de production et enjeu d'efficacité, le professeur Côme, Philippe Douste-Blazy, semble dire à ce stade on ne voit pas d'effet. Alors, c'est très simple, ce médicament ne fonctionne pas dès l'instant où il n'y a plus de charge virale. Or, on sait que dans les formes sévères et en détresse respiratoire aiguë, les malades sont vraiment au bout du rouleau. La chloroquine n'est plus un sujet. Donc si vous mettez de la chloroquine aux formes uniquement sévères, vous n'aurez jamais d'efficacité. Est-ce que c'est ça le but? J'espère que non. Mais ce que l'on sait, c'est que ce médicament, ça fait maintenant, je crois que c'est le médicament probablement dans le monde qui a été le plus donné. Il n'y a pas un seul médecin au monde qui n'ait pas donné de la Nivaquine aux gens qui partaient depuis 60 ans en Afrique. Il n'y a jamais eu d'effets secondaires en dehors des personnes de plus de 80 ans, je suis cardiologue, qui ont ce qu'on appelle des torsades de pointe avec diminution du potassium, et donc, à la limite, faisons-le après un électrocardiogramme. Mais les effets secondaires de ce médicament sont nuls. Quant à l'association avec l'azithromycine que fait le professeur Raoult, un Américain sur 8 prend de l'azithromycine. Si c'était deux médicaments dangereux, vous comprenez bien qu'on le saurait depuis longtemps. Donc il faut le donner non pas aux formes sévères, mais il faut le donner dans ces formes symptomatiques que l'on connaît. À l'hôpital de Garches, j'ai été au 15 pendant à peu près 15 jours. J'entends bien ce que les gens disent. Ils ont mal à la tête, ils ont des courbatures, ils ont de la fièvre à 38,5, parfois des troubles digestifs, et parfois ils perdent l'odorat et le goût. C'est là qu'il faut donner ces médicaments. Pascal Perry. Peut-on aller jusqu'à dire, Monsieur Douste-Blazy, que les conditions fixées par le décret, les conditions d'utilisation, ont pour objectif de faire échouer cette voie de sortie? J'espère que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est absolument la condition qu'ils mettent, parce qu'on sait, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les études sont faites maintenant, on connaît la charge virale. En réalité, quand on veut traiter une maladie infectieuse, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un triptyque qui s'appelle dépistage diagnostic, ensuite calcul de la charge virale, et enfin, troisièmement, traitement. Et donc, s'il y a une charge virale importante, il faut traiter. S'il n'y a plus de charge virale, ça ne sert à rien de traiter. Or, il n'y a plus de charge virale dans les formes sévères. Philippe Douste-Blazy, le professeur Raoult, lui, donne la Nivaquine dans les conditions, donne l'hydroxychloroquine, je fais un mélange, donne l'hydroxychloroquine dans les conditions que vous préconisez, c'est-à-dire à des malades qui sont au stade du début, début de l'infection au coronavirus. Il le fait depuis plusieurs semaines. Pourquoi refuse-t-il de donner les données brutes de ces études? Ça réglerait la question d'une manière définitive. Il semble cultiver le secret. On se demande pourquoi. Cette affaire-là est extrêmement étrange. Il alimente lui-même les théories du complot en donnant des études fragmentaires, en éliminant de ces études un certain nombre des cas qui le gênent. Vraiment, il faut sortir de cette affaire-là par le haut, que Didier Raoult donne ses études, donne les données brutes, qu'il accepte de se faire examiner par ses pairs. C'est vraiment le b.a.-ba de la recherche médicale. Il a entre les mains, lui qui a utilisé l'argamanu, l'hydroxychloroquine, les moyens de clore le débat. Pourquoi ne le fait-il pas? Mais Roselyne Bachelot, c'est exactement ce qu'il fait tous les jours, puisque les premières personnes qui sont en contact avec le professeur Raoult, c'est justement le ministère de la Santé, c'est justement le ministre de la Santé avec lequel
il s'est entretenu. C'est bien évidemment avec la Direction générale de la santé. Et d'ailleurs, je crois que dans quelques jours, ou quelques heures, ou quelques jours, il va justement, maintenant il y a plus de, je crois, 600 ou 700 malades, il va présenter des résultats, mais quand il donne d'ailleurs le nombre d'hospitalisations, le nombre de morbidités, la mortalité, tous les jours. Il suffit que vous le regardiez, Roselyne Bachelot, dans son site, qui est officiel, d'ailleurs complètement officiel. Et vous verrez que le taux de mortalité qu'il y a aujourd'hui à Marseille est bien inférieur au taux de mortalité que nous avons en France. Alors, je suis épidémiologiste. Je suis le premier à vous dire que l'essai clinique qu'il a fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde va vouloir lui tomber dessus, c'est que c'est un essai clinique qui est fait dans des conditions, en effet, dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire une catastrophe sanitaire où il faut aller vite et où l'essai clinique parfait arrivera dans 3 semaines, 6 semaines. Mais entre-temps, moi je vois arriver les malades qui sont en réanimation, puisque la chloroquine n'a aucun effet secondaire, ou presque, vous m'accorderez, et l'azithromycine aussi, en période de guerre comme en période de guerre, on a une charge virale qui baisse avec ce médicament que on le prescrive. Vous avez compris. Les soi-disant spécialistes qui passent sur le plateau, payés par les labos, continuent à remettre en doute le traitement qui est fait à l'IHU de Marseille. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils ne publient pas les résultats, oui, ça a été fait un petit peu en dehors de toute déontologie. Ah oui. En guerre comme en guerre, mais hélas pour eux, ils ont publié une nouvelle étude portant sur 80 patients. Et on apprend des choses quand même assez fantastiques. Regardons ce tableau. Dans le monde, c'est les chiffres à hier, 565 502 cas confirmés, 26 262 morts. À l'IHU de Méditerranée Infection, nombre de tests réalisés, 41 080. Nombre de patients APHM testés, 15 000 à l'IHU, 15 256. Nombre de patients positifs, 1836. Nombre de décès, 13. À l'IHU Méditerranée Infection, nombre de patients traités à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, 870. Nombre de décès, 1. Je pense qu'avec ce tableau, tout est dit. Mais il n'en a pas fini. Voici le communiqué du 22 mars. Donc, ils represcrivent toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que Raoult, il faut bien savoir qu'il y a 432 personnes qui travaillent là-bas. Ils represcrivent le traitement, d'accord, association d'hydroxychloroquine, 200 mg x 3 par jour sur 10 jours, azithromycine, 500 mg le premier jour, 250 mg par jour pour 5 jours de plus, dans le cadre des précautions d'usage de cette association, avec notamment un électrocardiogramme. Dans le cas de pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est également associé. Quand on voit les tableaux, je vous en mets un, il n'y a pas tous les pays, mais il y a surtout, je voudrais vous demander de regarder, c'est la mortalité par 1 million d'habitants. Aux États-Unis, 4,7. En Italie, catastrophe, Hansa Blue Machine, 151,1. Chine, même si les chiffres sont faux, 2,4. Espagne, 103, catastrophe. Allemagne, 3. France, 30. Iran, 28, 3. Et maintenant, regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud qui avait été attaquée bien avant la France, bien avant, qui a réussi à endiguer la pandémie avec une méthode simple, tester, 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 traiter. Donc quand j'entends que le traitement ce que préconise le docteur Raoult, c'est de tester, et il le teste, je vous ai montré dans mes dernières vidéos les queues énormes devant l'IHU de Marseille de gens qui viennent se faire tester, avec ou sans symptômes, hypochondriaques ou gens vraiment malades. Il les teste, ils sont positifs, ils sont traités. Ils ne sont pas positifs, ils rentrent chez eux. Il n'y a pas d'automédication. Et c'est quelque chose de simple, c'est le système qui a fonctionné
en Corée. Pourquoi on veut inventer la poudre quand ça marche dans un pays? La Corée a démontré au monde entier ce qu'il faut faire. Tester, traiter, tester, traiter. C'est aussi simple que cela. Or, notre gouvernement, avec son 12 milliardième décret sur l'hydroxychloroquine, ne veut la réserver qu'à des gens qui ont les poumons pris, quoi. Il faut les intuber, les cas extrêmes. Or, Didier Raoult a dit que dans les cas extrêmes, il n'y avait plus aucune charge virale. Donc ça sert à rien. Donc ce gouvernement ment effrontément. Donc ce gouvernement est un assassin. J'ai oublié de remercier David, qui se reconnaîtra du montage de la dernière vidéo avec Douste Blazy et Bachelot sur le plateau. C'est lui qui me l'a envoyé, c'est lui qui l'a fait. Vous êtes vraiment super, j'ai des abonnés en or, en or. Donc évidemment, ça commence à se savoir. Ici, nous avons le docteur Giral qui dénonce le scandale de la chloroquine. Même si je le rappelle, c'est l'hydroxychloroquine qui n'a rien à voir avec la chloroquine, mais beaucoup schématisent en prenant le terme chloroquine. Il dit comment expliquer que des élus se prévalent d'en bénéficier, que leurs électeurs n'y ont pas droit. Ben oui, parce que tous les gens célèbres qui ont été malades, y compris des médecins, sont traités à ça, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Hein. Je rappelle, Jean-Paul Hamon, médecin, il est très mal, il se traite à ça, il est guéri, puis après il va dire « Ah oui, mais il faut faire des tests ». Donc comment expliquer que des élus des hautes assemblées tels que Christian Estrosi, Valérie Boyer ou bien encore Martine Vassal se prévoient d'en avoir bénéficié, que leurs lecteurs n'y ont pas droit? Comment expliquer que Christian Estrosi a fait rentrer de la chloroquine au CHU de Nice? Il y a donc deux poids, deux mesures. Mais oui, mais... c'est fait exprès, quoi. Comment vous le faire comprendre avec la théorie du choc? Et donc les médecins, il a rédigé une lettre ouverte. On ne se moque pas des soldats, on ne se moque pas des morts. 5 médecins morts en 3 jours, mais combien d'infirmières, d'aides-soignantes, de membres des services à la personne? Combien tombés au champ d'honneur? Avant de tomber à mon tour, je voulais tant qu'il est temps. Vous rappelez, mesdames, messieurs, les hableurs du 20h radio télévisé, qu'en temps de guerre comme en temps de paix, on ne se moque pas des soldats, on ne se moque pas des morts. On vient, au soir d'un nouveau décompte des victimes du jour, nous annoncer avec un aplomb qui défie l'entendement qu'un essai de chloroquine sur des malades graves hospitalisés va démarrer et que l'on attendra les résultats pour conclure. Pourquoi pas saupoudrer les tombes des victimes avec du plaquenil en poudre pour en tester le pouvoir ressuscitant? Et dans la foulée, en interdire l'usage pendant 10 jours chez les futurs candidats à la réanimation au motif de leur éviter des effets secondaires d'un médicament que nos patients atteints de lupus absorbent quotidiennement depuis des décennies. Si la médecine est un art, cette décision est un chef-d'œuvre qui nous contraint à prescrire malgré nous la mort sur ordonnance, car la prescription est dépourvue de l'essentiel requis pour espérer sans regret donner toutes les chances possibles à nos patients atteints, conformément à nos engagements dans le serment d'Hippocrate. On ne se moque pas des soldats. De nombreux grands pays sur la planète se dotent de chloroquine et la distribuent larga manu. Nombre de nos élus des hautes assemblées se traitent au plaquenil et ne s'en cachent pas. Nous devons expliquer aux nouveaux pauvres et aux gens de la misère qu'eux n'ont que le droit d'avoir faim, d'avoir froid et le droit de se taire. En dernière heure, Martin Hirsch lance un appel désespéré, mais toujours pas de chloroquine pour espérer baisser le flux des hospitalisés. La colère monte chez les médecins du Grand Est. L'heure est venue du décompte des suicides et désespérés et du décompte des morts illégitimes disparus sans traitement maximal. On ne se moque pas des morts. Mais viendra le jour de la libération. De ces joies, de ces peines, viendra l'heure du jugement et des règlements de compte. Verra-t-on les peuples méprisés et endeuillés monter sur Paris, vêtus de gilets noirs, noirs de leur mort, sur la sépulture desquels figurera une inscription commune, malade ayant échappé aux méfaits de la chloroquine. On en est là, c'est un médecin, je tiens à lui rendre hommage, bravo, mais on en est là, et je tiens à repréciser, parce que je l'ai déjà dit, ça fait à peu près une semaine que je le dis, que les personnels soignants sont envoyés à la mort. Ils n'ont pas droit au test. Je reçois beaucoup de témoignages de personnels soignants qui ont des symptômes, et ils le disent, et disent « Ah ben oui, on n'a pas de test, on va pas faire tester, continue à bosser ». Le problème, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est qu'ils infectent les autres. Donc en fait, vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, et c'est les médecins eux-mêmes qui vous redonnent le Covid. À ce propos, un petit témoignage que j'ai ce matin, vous m'avez envoyé de la page de mon amie Elisabeth de Caligny. Regardez, on en est en France.
Bien, ce matin, rien ne va plus, un peu de fièvre, bien du mal à respirer, j'appelle mon médecin qui me dit d'appeler le 15. Je tombe sur un médecin répartiteur qui finalement me dirige vers un médecin qui est au CHU de Caen. Pour elle, je suis plus que probablement atteinte du corona. Mais vu la date probable de contamination, comme j'ai bien résisté, je ne peux qu'être bien immunisé. Je dis que je voudrais un test. Réponse, mais madame, il n'y a pas de test. Vous n'avez qu'à vous mettre des gouttes dans le nez, boire du sirop et vous reposer. Je lui ai dit que je suis un sujet à haut risque. Elle s'en fout, aucune humanité. Je lui dis que je suis indigné par ce qui se passe en France et qu'en Belgique et d'autres pays, cela semble tout de même mieux se passer. Réponse, bah, allez en Belgique alors. Excusez-moi, j'ai du travail. Voilà, le verdict est tombé. Si cela s'aggrave, nul ne viendra à mon secours. Je viens de recevoir un verdict de potentielle condamnation à mort si mon corps ne résiste pas à cette seconde attaque et si cela bascule d'un seul coup. C'était froid, insensible, agacé, sans une once de compassion. Si cela n'évolue pas plus loin, tant mieux, sinon tant pis. La France, le monde sont tombés bien dans leur degré d'inhumanité. Il faut vraiment que cette humanité change. Je m'y emploierai avec détermination si j'en réchappe et je vous demande de combattre cela, vous aussi, avec détermination. Quand j'ai appris ça ce matin, bon, ben, j'ai appelé Elisabeth, j'ai des bonnes nouvelles, ça va. Mais Elisabeth, elle a trouvé d'autres moyens pour s'en sortir. D'autres moyens qui ne sont pas admis par la science, bien évidemment. Donc on surveille un peu son état, on veille sur elle, mais voilà ce qui se passe en France. On ne donne pas l'occasion au personnel soignant de se tester, on ne leur donne pas la possibilité de se protéger avec des masques, on applaudit au balcon à 20h les médecins et les infirmières qui vont au combat, sans masque, sans rien. On les applaudit. C'est bien. Eux devraient faire valoir leur droit de retrait et ne plus aller au combat. Parce que j'entends dire certains, oui, on va pas retourner travailler parce que on va pas faire plaisir à ce gouvernement, on va pas mettre notre vie en danger. Ouais, faut quand même pas exagérer. Alors, j'avais fait une émission Aller au travail, elle n'a pas été comprise. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas alors que franchement, il n'y a aucun risque. Moi, dans mon village, les 2 petits ouvriers municipaux qui sont en plein air, qui jardinent, qui cultivent les fleurs, en cette période de l'année, devraient réempoter, ne travaillent pas. Et quel est le risque? Il y a plus de risque d'être chez vous à la maison que d'être dehors. Et je vois, moi, des gens qu'on envoie à la mort, tous ces médecins, toutes ces infirmières, sans protection. Je vois des camionneurs qui travaillent sans rien dire. Je vois des livreurs travailler sans rien dire. Je vois tout le personnel qui travaille dans les hypermarchés, dans les supermarchés, dans les pharmacies, qui travaillent sans rien dire. Alors pour ceux qui ont peur, là, ceux qui disent non, je vais rester à la maison, ben, le jour où vous restez à la maison et que vous allez dans votre supermarché qui sera fermé parce que ces gens-là auront fait comme vous, c'est-à-dire arrêter de travailler, on verra bien votre réaction. Alors évidemment, j'ai appris dans cette émission qu'il y a beaucoup de patrons qui sont partis comme des lâches, qui ont fermé leur entreprise. J'ai un témoignage d'une secrétaire de direction qui me dit « mais moi je me suis retrouvée toute seule au bureau, mon patron est parti avec ses enfants à la montagne et sa femme, et il nous a abandonnés. » Waouh, ça c'est des patrons, ça c'est des patrons. Il y a aussi des grands patrons du CAC 40 comme Drahi, de SFR, qui a mis la majorité de son personnel en chômage partiel, c'est l'État qui paye, alors qu'on a besoin d'eux, ils répondent plus au téléphone pour nous amener la fibre chez des entreprises. D'autres entreprises comme Orange, il faut aussi savoir ne pas critiquer, travaillent, même s'il y a la pression des syndicats sur les droits d'arrêt, il y a des entreprises qui sont arrêtées. Or SFR fait des milliards de bénéfices, ils se sont arrêtés, ils répondent plus, ils viennent plus apporter dehors la fibre. Ah punaise, moi quand je commande de la fibre pour un client, il faut que je le raccorde pour qu'ensuite il puisse avoir des possibilités de faire du télétravail parce qu'il n'y avait pas pensé avant, certes, mais bon, c'est pas de sa faute. SFR n'intervient plus, c'est juste scandaleux, quoi. Et des exemples comme ça, il y en a plein, des entreprises du bâtiment qui se sont arrêtées alors que les gens sont dehors. Il faut arrêter vraiment de se foutre de la gueule du monde. Pour les Parisiens, là,
Ben, vous êtes géolocalisés, mes cocos. Hein. Donc voilà. Orange a géolocalisé les franciliens qui ont fui Paris et sa région. En observant les données de géolocalisation des smartphones, Orange a pu déterminer que 1,2 million de franciliens ont fui la capitale française avant le confinement. Voilà, ils sont partis partout, hein, dans le sud, dans l'ouest, dans leur petite résidence principale. Courage, fuyons. Moi j'ai fait l'inverse, hein. J'ai laissé mes salariés en télétravail et moi je vais au bureau tous les jours. Tous les jours. Et je fais tourner la boîte. Là c'est samedi, hein, c'est pour ça que je suis à la maison, bien que ma fille m'a dit mais pourquoi tu vas pas travailler? Elle a pris ses habitudes de rester seule à la maison, tant mieux. Je vais vous parler un petit peu de quelques cas qui sont surprenants. Vous savez, toutes ces images de gens qui tombent un petit peu dans les pommes. Alors je vais vous présenter la revue Néo Santé, je vous mettrai son lien. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller la consulter, c'est une fantastique revue. Néo Santé édition. Et donc, vous allez avoir les liens. Et donc, en fait, c'est une lettre d'un médecin à ses patients. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que vous la retrouvez sur le lien, parce que elle est très complète, vraiment très très complète, hein, sur l'analyse des symptômes. Mais il y a quelque chose de très intéressant, mais vraiment très intéressant. Là, par exemple, les facteurs modulateurs sont nombreux, peuvent être individuels, génétiques, nutritionnels, psychologiques, l'âge, le sexe, les conditions de vie, ou concerner tout le monde, le climat par exemple. Le caractère saisonnier des infections virales n'aura échappé à personne. J'en pointerai deux autres. Le stress et l'état nutritionnel des sujets symptomatiques. Sur le stress, je tiens à vous dire et redire, je le dis depuis plusieurs émissions, que c'est le stress, la peur, c'est une porte ouverte au virus et aux bactéries. Ici, il dit, le stress est largement connu comme facteur de comorbidité dans toutes les situations pathologiques où il a été étudié. Chacun a pu en faire l'expérience pour peu que l'on soit attentif et attentif. Les personnes âgées sont connues pour être fréquemment carencées en de nombreux oligo-éléments et vitamines, dont les vitamines D, E, A, C, B6, B9, B12, mais peu les enfants et les jeunes adultes, hormis la vitamine D. Or, ce sont des vitamines indispensables à une bonne marche de l'immunité. Outre leurs rôles fondamentaux, ce sont de puissants antioxydants, c'est-à-dire permettant de contrôler tout processus inflammatoire. Et vous savez que nous sommes dans un processus inflammatoire quand les poumons sont pris. L'inflammation explosive et potentielle dramatique que l'on rencontre suggère un statut antioxydant faible chez les patients concernés. J'aimerais également attirer l'attention sur ces curieux symptômes, troubles digestifs, diarrhée, confusion, agueusie, anosmie, que les confrères prennent très au sérieux à juste titre. Le zinc est un oligo-élément à considérer dans cette situation avec le plus grand intérêt. Dès le début de la réponse immunitaire, il est fortement recruté, et s'il existe une carence, même légère, elle se manifestera rapidement avec pour conséquence une réponse immunitaire insatisfaisante. Or, lors de carences en zinc, on observe diarrhée de gravité variable, perte de l'odorat et du goût, une immunodépression associée à une susceptibilité accrue aux infections. Il apparaît donc à la lueur de ces éléments que s'assurer d'un état nutritionnel suffisant, au moins avec les vitamines citées et le zinc, s'avérerait hautement souhaitable, sinon capital, pour faciliter la réponse immunitaire. C'est vraiment très superbement fait. Je vous invite à rejoindre cette revue que je mets dans les liens. Abonnez-vous. C'est vraiment super bien. Sinon, dans les nouvelles, nous avons quoi? Eh bien que en Ariège, un laboratoire a mis des tests de dépistage assez rapides pour le coronavirus. Et un abonné qui y travaille, vous voyez, elle a reçu l'autorisation de la FDA aux États-Unis qui ont acheté ce test, 45 minutes de test. Mais en France, m'a dit mon abonné qui travaille dans ce laboratoire, ils l'ont refusé.
Qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter à ça? On teste pas les soignants, on teste pas les médecins, on teste pas les infirmiers, on teste pas les gens qui ont des symptômes, comme mon amie Elisabeth. On a des entreprises françaises qui fabriquent des tests et l'État français les refuse. C'est comme un petit peu hier avec Loïc Le Floch-Prigent. Des sociétés françaises se mettent en marche pour fabriquer des respirateurs qui manquent et l'État français ne répond pas. Théorie du choc, Naomi Klein, tout ça c'est fait exprès, mais tout ça est enregistré. Sinon, une autre information que je relais ici, les cas graves de jeunes sont des patients qui ont pris un anti-inflammatoire au début de la maladie. Vous devez absolument éviter l'aspirine, l'ibuprofène, le naproxène, le voltaren, etc. car ils favorisent les formes sévères. Vous ne devez prendre que du paracétamol. Donc, moi personnellement, je ne prendrai rien, mais bon. Ne prenez pas d'ibuprofène ou d'anti-inflammatoire si vous soupçonnez la présence de Covid-19. Mais même si vous ne le soupçonnez pas, n'en prenez pas. Apparemment, cela accélère le développement de l'infection, de vraies informations que vient d'envoyer le chef des urgences. On leur rappelle qu'ils ne doivent pas prendre d'ibuprofène, de Motrine, d'Advil, d'aspirine pour des symptômes de grippe ou de fièvre. En Italie et en France, ils ont découvert que des personnes décédées de Covid avaient pris de l'ibuprofène et provoqué une potentialisation du virus 5 fois ou plus. Évitez l'automédication, divulguez cela et prendre soin de vous. Toute personne présentant des symptômes ne devra prendre exclusivement du paracétamol. Moi je dis, là je respecte, je relève, mais moi je dis prenez rien. Et boire beaucoup d'eau, et très souvent. Ça, de toute façon, ça fait pas de mal. Nous avons également des antiviraux naturels tels que l'ail. Ah oui. En plus, maintenant qu'on est confiné, franchement, prenez-en, vous allez voir personne. Le gingembre, je confirme. La propolis, et presque toutes les plantes aromatiques, menthe, mélisse, romarin, cannelle, curcuma, fruits, avec vitamine C en infusion, avec de préférence. Je confirme. Ne pas prendre les médicaments suivants si nous avons des symptômes, en général aucun anti-inflammatoire, jamais, ni analgésique, jamais, contenant du tramadol. Je ne sais même pas ce que c'est, n'en prenez pas. Voici une liste si vous avez des questions. Ibuprofène, oula, punaise, je vous laisse lire, moi je connais rien, tout ça. Je ne prends rien de tout cela, je vous laisse, comme ça vous faites une capture d'écran si vous en prenez. Hein, j'arrive même pas à les lire, les trucs. En général, les anti-inflammatoires vont produire des problèmes respiratoires et ajouter à ceux du corona, une image très sérieuse peut être produite. Voilà. Faites une capture. Prenez rien de tout ça. Jetez poubelle, franchement. Moi, j'ai rien. Hein. Vous venez chez moi, vous ouvrez ma boîte à pharmacie. Vous allez trouver des trucs que vous ne connaissez pas. Hein. C'est que des trucs naturels. Hein. Mais rien de tout ça. Il n'y a rien de chimique dans ma pharmacie. Rien qui vient des labos de la mafia. Rien. 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 Bien, petite nouvelle de l'Alsace. L'Alsace, je vous rappelle, une région très riche, car frontalière de la Suisse, frontalière de l'Allemagne, donc beaucoup d'Alsaciens travaillent en Suisse et travaillent en Allemagne, ce qui ramène des revenus à l'Alsace. N'allez pas croire qu'elle est juste riche, parce que c'est l'Alsace, hein. Non, c'est grâce aux Suisses et grâce aux Allemands. Et donc là, il se passe quand même des choses étranges, hein, parce que évidemment, vous savez que je vous ai raconté dans mes dernières émissions que l'Alsace est un cluster. Hein. Moi-même, je vis à 12 km à vol d'oiseau d'un énorme hôpital bien pris. J'ai des clients hospitaliers que je fournis, que je livre en matériel, télécom. Mais maintenant, on commence à arroser, après avoir arrosé le sud de la France, l'ouest de la France, des malades, des patients alsaciens, pendant que nos cliniques et hôpitaux privés s'ennuient, quoi. Hein. Les médecins rentrent chez eux à 4 heures, ils n'ont rien à faire. Mais là aussi, stratégie du choc. Hein. Mais c'est pas grave, ils rendront des comptes. Regardez un petit peu. L'Allemagne alarmée par le triage des patients dans les hôpitaux alsaciens. La deuxième région la plus riche de France, hein, je vous rappelle. Outre-Rhin, les médias relaient avec inquiétude la publication d'un rapport médical sur les conditions des hôpitaux alsaciens. Par manque de matériel, les patients âgés n'y seraient plus ventilés. Oui, dans nos hôpitaux, on laisse mourir les vieux. Toute personne de plus de 75 ans n'est plus intubée. Titre le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Des spécialistes allemands publient leur rapport alarmant sur Strasbourg, souligne le Tagesspiegel. En France, on n'aide désormais plus les patients les plus âgés qu'à mourir, renchérit Die Welt. Ce jeudi 26 mars, outre-Rhin, de nombreux journaux s'émeuvent
Après la publication d'un rapport des plus alarmants, une équipe de médecins allemands de l'Institut DICFEM s'est en effet rendue dans un hôpital de Strasbourg et y a constaté des situations choquantes, explique Die Welt. Certains médecins affectés continuent de travailler avec des patients atteints du Covid-19, décrit le Tagesspiegel. Surtout les personnes de plus de 80 ans ne sont plus ventilées, ce qui peut provoquer des dommages médicaux collatéraux. Au lieu de cela, elles sont placées en soins intensifs et des somnifères leur sont fournis. Des décisions qui témoignent de la gravité de la situation dans les hôpitaux alsaciens submergés face à la pandémie et à la pénurie de matériel. Et pourtant, il semblerait que le triage, la sélection des patients ayant de meilleures chances de survie soit depuis quelque temps à l'ordre du jour en Alsace, déplore Die Welt. En visite à Mulhouse, mercredi 25 mars, notre super président Emmanuel Macron n'a probablement pas lu le rapport alarmant du personnel allemand sur le CHU de Strasbourg, indique un comité de presse allemand, mais les médecins qu'il a rencontrés lui ont fait état de conditions très similaires. Selon le chef de service des urgences, l'hôpital de Mulhouse avait été contraint de rationner encore plus radicalement les ventilateurs. Seuls les patients de moins de 75 ans peuvent être ventilés. En France, la question des critères à prendre en considération dans le cadre d'un choix médical fait l'objet de débats éthiques récurrents, note encore Die Welt. C'est pourquoi certains spécialistes jugent aujourd'hui choquant que les patients atteints de Covid qui bénéficient de soins intensifs soient sélectionnés uniquement en fonction de leur âge. Voilà la situation de l'Alsace, deuxième région la plus riche de France. À notre tour de mettre un petit peu la pression là-haut. Donc d'abord, vous allez voir apparaître, parce que beaucoup me disent, j'ai eu mon copain Antoine qui me dit « Ah, c'est marrant ça, hein. Quand j'écoute les infos, je dis à ma femme « Oh, regarde, c'est ce que Silvano disait il y a 10 jours. » Ouais, donc là, je vais vous dire que ça va continuer sur les plateaux de télé à tuer Raoult, à tuer son remède. Que beaucoup de gens vont dire « Ah ben, nous, on le teste, ça marche pas. Hein. » Donc là, j'ai un abonné qui m'écrit « je suis totalement en accord avec lui. Les tests engagés par l'État de l'hydroxychloroquine ne suivent pas le même processus tel que le professeur Raoult les préconise. Les autorités parlent déjà qu'ils seront négatifs alors qu'ils n'ont pas le résultat final. » En effet, comme l'espèce de ministre qu'on a l'a affirmé, il autorise le traitement, mais uniquement pour les cas graves, alors que le professeur Raoult a bien précisé que ce traitement ne faisait que réduire, voire stopper la prolifération du virus dans notre corps, et donc éviter la contamination entre patients, ce qui enrayerait la maladie, et qu'il devait être administré au début de la maladie, et si possible dès sa détection. Le traitement ne fonctionnera pas dans ce sens, donc encore un gros foutage de gueule, ceci n'est plus de l'incompétence, c'est volontaire, cela fait bien partie du plan, oui, 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 oui. Donc, messieurs les médecins, messieurs les soignants, vous avez fait un serment d'Hippocrate. Donc là, à mon avis, lisez les protocoles du docteur Raoult, suivez-les, et écoutez l'ex-ministre de la Santé, qui est un médecin cardiologue, donc en tant que cardiologue connaît très bien les effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Donc écoutez, soignez les gens, sauvez les gens, parce que on sait que c'est un gros foutage de gueule, Internet le sait, on le sait, et on aura de la mémoire. Donc sauvez des gens, et envoyez chier la mafia de Big Pharma. L'appel est lancé au président de la République et à son ministre de la Santé. Membre de la fondation de l'IHU de Marseille, j'ai pris connaissance des derniers résultats des essais cliniques effectués par le professeur Raoult et son équipe, qui montre que l'association médicamenteuse de 600 mg d'hydrochloroquine et de 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours diminue considérablement la charge virale des patients et donc leur contagiosité. Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement aux malades atteints de Covid-19 symptomatiques, sachant que plus tôt le traitement sera donné, plus il sera efficace, et de ne pas le réserver, comme jusqu'à maintenant, aux patients qui ont des formes sévères ou pires, en état de détresse respiratoire aiguë, où on le sait, il est souvent trop tard. J'invite tous les Français à ne pas s'automédiquer, et à demander à leurs médecins, hospitaliers ou libéral, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement, après, éventuellement, un électrocardiogramme.
Je fais cet appel parce que nous n'avons pas le temps d'attendre des essais cliniques qui seraient parfaits, certes, mais qui arriveraient beaucoup trop tard pour beaucoup trop de malades. La question est simple. L'espérance peut-elle disparaître? La réponse est non, parce que nous avons un devoir de résistance. Oui, nous gagnerons ce combat. Vous avez entendu à la fin? Il parle de résistance, oui. On est là, les résistants. On est là, et on capitule pas devant la mafia de Big Pharma. On est là. Et donc, ça, c'est pour la partie médicale. Maintenant, pour la partie des hauts fonctionnaires, qui sont eux aussi soumis à la mafia de Big Pharma. Mais là, je laisse parler parce qu'il a été juste extraordinaire, monstrueux. Éric Verhaeghe. Vous le connaissez pas, mais c'est un très haut fonctionnaire français. Mais lui, par contre, il a quelque chose dans le pantalon. Et lui, par contre, il a le courage de le dire. Et lui, par contre, c'est un sacré monsieur. Salut. C'est un message pour mes amis hauts fonctionnaires, et spécialement ceux du ministère de la Santé, et spécialement ceux de la Direction Générale de la Santé, qui aujourd'hui fait obstacle à la généralisation de la chloroquine, c'est-à-dire de la nivaquine, dans le traitement du coronavirus. Alors, cette manœuvre est un scandale, parce que la nivaquine, moi j'en ai pris il y a 7 ans pour aller en Tanzanie, j'en ai pris il y a 10 ans pour aller à Madagascar, et objectivement, tout le monde sait ce médicament qui existe depuis 70 ans, parfois il donne des cauchemars, parfois il donne des petites diarrhées, moi personnellement, il m'a rien fait et il soigne très bien. Il marche très bien pour ce pourquoi il est fait, et ses effets secondaires, tout le monde le sait, sont absolument minimes. Alors quand on nous explique aujourd'hui qu'on va quand même faire des tests, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital, mais qu'on va vérifier que si on leur donne de la nivaquine, de la chloroquine, on va vérifier qu'on les tue pas, c'est quand même une vaste foutaise. C'est ce que vous appelez, vous, mes amis, les hauts fonctionnaires, des manœuvres dilatoires. Alors, on va se mettre bien d'accord. Parce que il y a une théorie, une rumeur qui court, que j'ai pas écoutée pour l'instant, sur le fait que les obstacles que vous mettez à Didier Raoult et à la chloroquine fabriquée en France par Sanofi et offerte par Sanofi, on dit que les obstacles que vous mettez à ça, c'est pour protéger un vaccin qui serait en préparation dans un laboratoire chinois avec lequel l'INSERM aurait fait affaire. INSERM, anciennement présidé, tout le monde le sait maintenant, par l'ancien ministre, le mari de l'ancienne ministre de la Santé. Moi, j'ai pas écouté cette rumeur pour l'instant, et je pense que c'est de l'intérêt collectif qu'on n'écoute pas cette rumeur. Ben non, moi, ma théorie la plus probable sur les manœuvres dilatoires que vous multipliez, c'est que vous détestez Didier Raoult parce qu'il n'est pas à vos ordres, parce que c'est un esprit libre, parce qu'il est reconnu mondialement et qu'il vous envoie chier quand vous lui donnez des ordres avec vos airs de petits caporaux. Hein, Didier Raoult, il veut pas rentrer dans vos combines de petits marquis de gauche parisienne, il veut pas rentrer dans vos combines de petits marquis de la haute fonction publique qui pensent régenter le monde entier avec leurs procédures et leurs notes circulaires, et donc vous vous vengez de lui, vous le torpillez. Alors, je vais vous dire, tant qu'il s'agit, comme vous l'avez fait, de lui couper les financements pour son institut hospitalo-universitaire Méditerranée, tout simplement parce que vous ne l'aimez pas, c'est pas glorieux de votre part, mais on va pas en chier forcément des pendules, il l'a quand même créé, sans vous, cet institut. Maintenant, que pour lui nuire, parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous pensez que c'est un va-nu-pied, un manant, un plébéien, et que vous êtes des aristocrates, vous prenez la santé, la vie de malades en otage, en refusant la généralisation immédiate de la chloroquine, ça c'est un acte criminel. Alors, j'ai bien compris que plein de Français aujourd'hui sont des veaux, et se contentent éventuellement de gueuler devant leur télé et ne font rien. Moi, je vous dis, si un seul membre de ma famille est victime du coronavirus et qu'on lui a refusé la chloroquine à cause de vos conneries, ça va chier des bulles parce que moi, je me laisserai pas faire. Et je prends un engagement solennel. Et vous pourrez faire comme vous faites d'habitude, toutes les menaces, toutes les intimidations, toutes les remarques sur les comptes, les réseaux sociaux en disant « toi, attention, t'as à l'œil », vous
pourrez faire tout ce que vous voudrez. Vos scandales, ils sortiront, et un par un, j'irai vous débusquer pour dire et pour montrer aux Français l'utilisation que vous faites du service public et de la fonction publique. Faites bien attention les gars, maintenant c'est des choses sérieuses. Moi je vous conseille un truc, démissionnez, partez, mettez des gens compétents à votre place. Et si vous voulez réellement garder vos postes à 10 000 balles avenue de Ségur, mettez-vous au boulot et arrêtez d'empêcher la machine de tourner, parce que ça va vous jouer un très vilain tour. Et ben voilà, à bientôt, et à bon entendeur, salut. J'adore ce mec, je kiffe. Franchement, je kiffe. Franchement, bravo Eric. Sur ce coup-là, t'as été topissime, topissime. N'oubliez pas tous, regardez cette carte. Obélix et Astérix, le petit village gaulois, a déménagé. Il est maintenant tout autour de l'IHU de Marseille. Ça, personne ne pourrait pas la truquer cette carte, les gars. Vous ne pouvez pas la truquer. Vous êtes morts. Vous avez commencé une guerre que vous ne pouviez pas gagner. Grâce à Didier Raoult, grâce au 432. Personne de son équipe, grâce à ces personnes fantastiques de l'IHU de Marseille, on continuera à les aider coûte que coûte. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Je vous dis bientôt pour une nouvelle émission, et pour ceux qui n'auraient pas compris la théorie du choc, il nous manque beaucoup. Bruno Gassio, je vous en parlais hier, il a lancé une pétition. C'est un type extraordinaire que j'admire aussi beaucoup, il a une intelligence, vous savez, ce genre d'intelligence intuitive assez extraordinaire. C'était l'auteur, il faut le savoir, des Guignols de l'info, mais des vrais Guignols de l'info, hein, de l'époque. Hein. Et il nous manque, Donc, feedback, pour finir, sur les Guignols de l'info, il y a quelques temps. Bis les amis, à une prochaine. Thank you.